à l'ADEME et j'interviendrai en deuxième partie. Bonjour, je suis Frédérique Alhuissier de la Direction générale de l'alimentation, donc au ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Et j'interviens aujourd'hui en binôme avec Dorian. Dorian Flippo, enchanté, je suis référent national restauration collective et en grosse partie intrapreneur de l'outil Ma Cantine qu'on va vous présenter juste après. Et on vous entend très bien. Parfait. Bonjour, donc moi je me présente, je suis Éléonore Picton, économe à la résidence du Grand Chêne à Sénaux en Haute-Savoie. La bienvenue, merci. Bon, on va attendre 14 heures pile pour commencer parce qu'on avait une centaine de personnes qui étaient plutôt intéressées par le sujet. En tout cas, n'hésitez pas à nous noter vos questions dans le chat. On aura un temps d'échange à chaque fin de partie et on pourra répondre à vos questions. Et si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, on vous enverra un mail avec les réponses. Voilà. Voilà. Frédérica, je vais peut-être vous laisser commencer. Ok, oui, tu partages l'écran? Je vous laisse partager, comme ça vous aurez la Ah. main pour passer vos slides Alors, comme vous attends. souhaitez. Moi, je suis en backup. Comment je fais pour partager là-dessus? C'est là. Vous voyez mon écran? Oui, on le voit avec la partie de gauche où il y a les différentes slides. Et là, on... Ouais. Voilà. C'est parfait. C'est bon? Voilà. Oui, merci. Bon, j'ai besoin toujours d'une petite assistance pour démarrer, mais tout va bien. Aujourd'hui, on va vous parler donc, de la restauration collective, évidemment, des obligations légales, des dispositions, d'un ensemble de dispositions donc, de la loi Egalim qui a été complétée par la loi Climat et de l'accompagnement qu'on a mis en place depuis plusieurs années, et notamment avec la plateforme Ma Cantine. On va faire passer. Ça y est, pardon. Donc, les dispositions légales, je pense que vous les connaissez. Simplement, cette diapo, vous avez l'ensemble, en tout cas, des dispositions légales pour la restauration collective qui sont sur cette diapo, ce qui montre quand même bien, que c'est une loi qui est complexe, qui a donné des objectifs ambitieux, en tout cas pour les restaurants collectifs. Alors d'abord, pour les restaurants collectifs qui rendaient un service public, et notamment donc, les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, les établissements scolaires, etc. Et depuis le 1er janvier 2024, eh bien, ces dispositions concernent l'ensemble des restaurants collectifs de France, y compris maintenant donc, les restaurants des entreprises privées. On estime qu'on a à peu près 80 000 restaurants collectifs en France, donc c'est quelque chose d'important en termes de nombre de repas, de nombre d'établissements et aussi de nombre finalement de structures et d'organisations qui sont concernées par la mise en place donc, de projets de restauration durable pour aboutir aux obligations de la loi. Donc ces obligations, donc, je vais pas les détailler complètement, mais vous savez qu'elles concernent à la fois donc, les approvisionnements, pour avoir plus de produits durables et de qualité dans les assiettes, avec l'objectif emblématique de 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio.
En 2024, on a eu un complément, un nouvel objectif qui est rentré en vigueur au 1er janvier, qui est un apport de la loi climat et résilience avec 60% de produits durables et de qualité attendus pour les familles de produits viande et poisson. Et ce taux de 60% est même porté à 100% pour la restauration collective des établissements de l'État. Voilà, on a des dispositions qui concernent la diversification des sources de protéines, donc avec un rééquilibrage entre les apports en protéines animales et les apports en protéines végétales, et la mise en place de menus végétariens à la fois, enfin des obligations, donc à la fois pour la restauration scolaire et une obligation de présentation quotidienne, si on est en choix multiples, sur les établissements de l'État. Une disposition qui concerne donc la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc là, je vais pas approfondir ce sujet-là parce que Laurence, derrière, va vraiment vous faire une présentation très détaillée. Mais voilà, donc la loi Egalim a repris et a accentué un petit peu, enfin voilà, des dispositions qui existaient déjà. Ça a été complété par les lois AGEC et les lois climat. Enfin, on a des dispositions qui concernent l'information de l'usager. Donc, on est vraiment maintenant sur une transparence. Hein, ça, c'est un peu un fil rouge aussi au niveau de ce qui est demandé tout au long des lois. C'est-à-dire qu'on doit eh bien, avoir de la transparence sur ce qui est proposé aux convives, donc avec un affichage en permanence. Et puis, on y reviendra, mais la plateforme Ma Cantine, c'est aussi un moyen de pouvoir en permanence donner des informations sur la cantine qui est visitée donc par l'usager, par un convive ou par les parents du convive, par exemple, pour la restauration scolaire. Voilà. Et les derniers pans de disposition concernent la réduction des plastiques. Et on a notamment une disposition qui va arriver très rapidement, là, au 1er janvier 2025, pour tous les restaurants collectifs qui reçoivent, qui sont spécialisés donc, sur des convives enfants, donc depuis la naissance jusqu'à l'université, eh bien, on va avoir une interdiction des contenants alimentaires plastiques qui permettent la présentation, la réchauffe ou le refroidissement. Alors, vous voyez que l'ensemble de ces dispositions, c'est évidemment des objectifs, comme je le disais, qui sont ambitieux et qui vraiment ont besoin d'être intégrés dans des projets de restauration durable, mais de façon globale, parce qu'on ne va pas travailler une disposition sans prendre en compte les autres, parce que certaines peuvent être notamment des sources d'économie, des leviers financiers pour d'autres. Par exemple, quand on travaille sur la diversification des sources de protéines et la lutte contre le gaspillage alimentaire, eh bien, on peut faire quelques économies qui peuvent permettre justement d'aller plus loin sur des approvisionnements bio ou sur des approvisionnements en autres labels durables et de qualité. Donc, toutes ces dispositions, eh bien, pour l'accompagner, donc je redis, hein, c'est cette ambition, en tout cas par rapport à la mise en place de tout ça. Nous, au niveau du ministère, on a travaillé sur l'accompagnement des acteurs et on a mis en place donc, cette plateforme Ma Cantine dans un premier but d'accompagnement, d'explication en tout cas de ce qui était attendu par rapport à la loi. Et cette plateforme que Dorian va vous présenter plus en détail, eh bien, c'est aussi la plateforme qui nous permet de récolter un certain nombre d'informations sur comment, voilà, quels sont les résultats sur le terrain, ce qui nous permet de faire un rapport annuel au Parlement qui est prévu par la loi, mais aussi de comprendre eh bien, les réussites, les difficultés et comment on fait progresser en tout cas à la fois notre accompagnement et puis notre restitution en tout cas de ce qui se passe sur le terrain, notamment je pense aux élus de la République, hein, d'expliquer comment ça se passe et comment on pourrait en tout cas, comment on pilote cette politique publique par rapport à l'accompagnement et au suivi. Juste, c'est une petite photo, alors une photo qui n'est pas tout à fait récente, on va bientôt avoir la nouvelle photo, mais on ne l'a pas encore. On est en cours de finalisation du rapport justement 2024
sur l'état des lieux, donc sur les secteurs santé et médico-social. Là, vous avez les résultats de la télédéclaration 2023, sur donc les cases vertes, sachant qu'on télédéclare en année 2023, on a télédéclaré les données de l'année d'avant, donc les données d'achat de l'année 2022. Vous voyez que en télédéclaration en 2023, on a à peu près 10 500 cantines qui avaient été déclarées, enfin qui étaient concernées par la télédéclaration. Je vous ai dit, on a à peu près, on estime qu'on a 80 000 cantines, donc vous voyez qu'on n'a pas encore une photo complète, bien entendu, de ce qui se passe, puisque la plateforme Ma Cantine est en cours de déploiement. Et sur ces cantines donc, qui avaient été déclarées, eh bien, on avait donc des résultats en taux de bio de 13% et en produits durables et de qualité de 28%. Vous voyez que les secteurs de la santé et du médico-social sont en dessous, en tout cas, de ces taux moyens, et bien en dessous, notamment, voilà, on était plutôt aux alentours de 3-4% pour le bio et de 15% pour les produits durables et de qualité. Donc, on est très attentif là sur les résultats qu'on est en train justement de finaliser pour voir comment a évolué, en tout cas, ce secteur, ces secteurs de santé médico-sociale. Vous voyez qu'au niveau de la télédéclaration 2024, donc qui a concerné les achats 2023, on a une augmentation du nombre de télédéclarations, voilà, mais on a encore un enjeu tout à fait important sur le déploiement de la plateforme, à la fois l'inscription de l'ensemble des cantines et le fait qu'elles télédéclarent, qu'elles suivent leurs achats pour pouvoir télédéclarer chaque année. Donc la plateforme Ma Cantine, on va vous la présenter plus en détail, mais sachez que c'est vraiment une plateforme un peu multiservice. C'est une plateforme, donc un service numérique qui a été mis en place donc, par l'État, voilà, qui est évidemment un service, comme c'est un service public, entièrement gratuit et ouvert à tous. Qui a été construite sous un format de start-up d'État, donc voilà, un modèle qui s'améliore au fur et à mesure et qui répond aux besoins des utilisateurs, qui permet de comprendre les mesures de la loi, parce que vous voyez que je vous les ai présentées rapidement, mais c'est compliqué. Voilà, certaines concernent, il y a eu des dates d'entrée en vigueur différentes, c'est des dispositions qui concernent certains secteurs et pas d'autres, etc. Ça permet de donner des outils et des ressources, on va y revenir, de communiquer, j'en ai déjà parlé, et de collecter les données. Je vous fais juste un petit focus sur des livrables que vous retrouvez sur Ma Cantine, des guides qui ont été faits dans le cadre du Conseil national de la restauration collective. Donc nous, au ministère, on ne travaille pas seul sur ces livrables, on travaille avec l'ensemble des parties prenantes de la restauration collective, que ce soit les fournisseurs, des agriculteurs, des grossistes, des transformateurs, etc. Les associations, évidemment, qui représentent la restauration collective, les autres ministères. Et donc, on travaille vraiment sur des guides pratiques pour aider les acheteurs, pour aider les acteurs de la restauration collective à mettre en place eh bien, ces projets de restauration durable. Donc, on a fait des guides sur les achats, des guides sur plutôt la diversification des sources de protéines. On vient de sortir un guide, c'est tout nouveau. D'ailleurs, je rajoute la petite vignette, mais un guide sur le plastique, pour la substitution du plastique, pardon. Et on continue. Là, on est en train de travailler, par exemple, sur l'approvisionnement en produits de la famille poisson. On travaille aussi sur des closiers, etc. Donc, tout ça, c'est disponible sur Ma Cantine. Voilà. Alors là, je vais passer la parole à Dorian. Voilà. Et pour faire le lien, du coup, tous ces guides dont on vous a parlé, Frédérica, sont bien évidemment sur Ma Cantine, car c'est la plateforme de référence, en tout cas pour tout ce qui est accompagnement des gestionnaires. On a fait un petit schéma récapitulatif de ce qu'est Ma Cantine finalement. La porte d'entrée, bien sûr, sur le volet gestionnaire, c'est l'inscription du gestionnaire pour ouvrir finalement la porte au service avec tout ce qui est en dessous du schéma, sachant que ça peut être donc les gestionnaires en tant que responsables légaux, ça peut être des services, direction, vous pouvez mettre plusieurs gestionnaires sur une même cantine, mais aussi des cuisines centrales, des sociétés de restauration collective qui peuvent assurer aussi le suivi et la télédéclaration des établissements.
Sachant que ma cantine, donc c'est l'entrée par la porte inscription gestionnaire, la création de sa ou de ces cantines, et ensuite pléthore de services, notamment donc le suivi d'achat pour les plus petites structures qui n'auraient pas de logiciel, qui n'auraient pas de système informatique pour le suivi de leurs achats. Un nouveau module gaspillage alimentaire que je vais vous présenter juste après, mais pas trop, parce que pareil, on a l'ADEME qui est avec nous. L'accompagnement, donc avec tout l'espace documentation dans lequel vous retrouvez les guides dont vous a parlé Frédérica. Une page écosystème des acteurs, ça c'est quelque chose de clé qui est une grosse demande de la part des utilisateurs, des gestionnaires, car ça permet, avec des systèmes de filtres, de trouver des entreprises, des structures, des projets alimentaires territoriaux aussi même, qui pourraient vous accompagner, qui pourraient aider finalement à la transition en restauration collective pour la cantine concernée, puis un blog, une FAQ, etc. Tout ça qui est un peu en cours de refonte. Et enfin, un système de communication avec l'édition d'une affiche, notamment, qui permet un peu de faire une synthèse pour pouvoir utiliser ma cantine comme aussi outil de communication auprès des convives. Et puis enfin, la télédéclaration, qui est aussi un des éléments clés de ma cantine et qui permet de répondre aux exigences et aux obligations finalement législatives, légales. Petit flash sur certains outils clés. Donc notamment, je vous ai parlé de l'outil de suivi d'achat qui, pareil, est en cours d'évolution pour que ce soit toujours plus simple et pour permettre en le moins de clics possible et de temps possible de pouvoir téléverser finalement les achats et ensuite avoir de manière automatique tous finalement le récapitulatif par type de produit. Et ensuite, dans ces cas-là, si on utilise cet outil de suivi d'achat, la télédéclaration se fait très rapidement puisque tous les achats sont renseignés. Avec aussi une synthèse, et tout ça, pareil, qui peut être communiqué auprès des convives de manière simple, puisque les schémas sont déjà faits. L'outil anti-gaspillage, alors je vais aller assez vite, parce qu'il y a Laurence qui est parmi nous, mais là, on est donc dans la première phase de mise en place de cet outil, avec du coup beaucoup de fiches actions qui permettent, selon un peu les avancées du travail de la cantine concernée, du coup de commencer à travailler ou d'améliorer ces actions pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. On a, du coup, après, là, je vous ai présenté des modules qui sont finalement, qui font de ma cantine pas uniquement un service utile à l'État et aux parlementaires et à la législation par la déclaration, mais aussi finalement un service à destination des gestionnaires et des convives pour les accompagner, pour aller vers les objectifs de la loi. Et de fait aussi, ma cantine permet cet aspect de télédéclaration des données d'achat pour pouvoir derrière, après, piloter les politiques, mettre des moyens en face de situations chaque année d'approvisionnement en produits de qualité durable notamment. Donc les campagnes de télédéclaration, la télédéclaration fonctionne par campagne. Donc là, typiquement, c'est chaque année sur le premier trimestre. Donc là, cette année, pour l'année 2025, du 7 janvier au 31 mars. Donc là, on invite vraiment tous les gestionnaires, les responsables légaux des cantines à vérifier que la cantine est bien inscrite pour commencer dès maintenant à renseigner finalement les achats de l'année 2024 pour ensuite être en mesure de pouvoir les télédéclarer et valider ces données avant le 31 mars 2025. Donc ça se fait via l'outil de suivi d'achat Ma Cantine. Il y a tous les guides, il y a tout ce qu'il faut. Il y a aussi un support. Il y a beaucoup de chargés de déploiement, une équipe qui d'ailleurs devient de plus en plus conséquente et de plus en plus réactive pour les demandes de tous les gestionnaires, et avec une possibilité aussi d'import massif via des fichiers. On a parlé de l'outil de suivi des achats, mais aussi possibilité d'importer via des fichiers, si vous avez des fichiers Excel dans lesquels vous avez tous vos achats, et surtout un système d'API pour tous les gestionnaires qui auraient déjà un logiciel de suivi. Et donc ça, c'est aussi un point qu'on est en train d'améliorer parce que, comme vous le devinerez, ma cantine est vraiment dans une phase maintenant d'amélioration continue, mais on est que sur des outils complémentaires qui vont permettre d'améliorer vraiment la plateforme qui est déjà en format totalement opérationnel.
Et notamment, du coup, un des axes d'amélioration, enfin de bonus finalement, c'est d'augmenter vraiment les interconnexions via API avec un maximum de logiciels de suivi que pourraient utiliser les gestionnaires. Donc tout ça, c'est finalement, il y a 3 étapes pour cette interconnexion, avec d'un côté l'envoi vers ma cantine des données issues, donc enfin récoltées dans le logiciel de suivi utilisé par les gestionnaires, et la réception de ces données dans le tableau de bord, ma cantine. Donc ça se fait assez automatiquement. Ensuite, du coup, on a tout le volet approvisionnement de la déclaration qui se pré-remplit. Un peu comme lorsque vous faites votre suivi d'achat au cours de l'année, à la fin, vous avez finalement le total qui se fait. Et enfin, la possibilité de télédéclarer ces données et ensuite de les communiquer, comme dit juste avant, via une affiche auprès des convives, etc. Sachant que la communication en produits sur l'approvisionnement en produits de durable et de qualité, mais aussi en termes de gaspillage alimentaire, d'offres végétariennes, sont aussi des obligations légales. Un petit mot pour conclure effectivement sur les PAT. Alors ça, je pense que peut-être certaines d'entre vous ont déjà entendu parler de la notion de PAT, donc du dispositif de projets alimentaires territoriaux. Alors c'est un dispositif qui est né en 2000, enfin qui était inscrit dans la loi en 2014, donc ça fait maintenant près de 10 ans quand même, et qui vise justement à faire coordonner sur un territoire. Alors quand on dit territoire, ça peut être une commune, ça peut être une communauté de communes, des EPCI, voire même il y a quelques départements qui ont leur propre PAT, et qui permet finalement, notamment sur l'axe de la restauration collective, de mieux mettre en lien finalement les gestionnaires de restauration collective avec des agriculteurs, des transformateurs et tout type de filières justement locales, mais aussi durables et de qualité surtout. Donc là, vous avez ce portail qui s'appelle FrancePat, dans lequel finalement vous pouvez vite aller voir si vous avez un PAT sur le territoire. Et comme dit, c'est un dispositif qui a 10 ans, mais finalement qui est assez jeune quand on parle de politique et de dynamique structurelle sur un territoire, avec encore une petite majorité de PAT qui sont de niveau 1, donc c'est-à-dire qui sont en phase d'émergence. Mais par contre, à partir de cette année, on a de plus en plus de projets de niveau 2, c'est-à-dire des projets opérationnels qui vont avoir des actions, qui vont avoir un plan d'action, et notamment sur la thématique de la restauration collective. Donc, si vous voyez que vous avez un PAT sur le territoire, sur votre territoire, qui est de niveau 2, vous pouvez même aller creuser et voir quelles sont les actions de ce PAT, vous verrez qu'il y a des actions sur la restauration collective. Et bien, dans ce cas-là, ce PAT pourrait vous être utile et pourrait accompagner vraiment les restaurations collectives qui vous concernent vers des démarches de qualité durable. Je repasse la parole là. Voilà, on a fini notre présentation. Donc, je ne sais pas si on prend les questions maintenant, Ouri, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas. Je vais vous demander, sur les plateformes d'automne Dessine, on a un gestionnaire de restauration, une société, donc c'est lui qui fait la déclaration. Pour autant, quand je vais sur le site Ma Cantine, comment je peux aller trouver les informations qu'il a pu renseigner pour nous? Est-ce que c'est possible, sachant que je mets mon propre SIRET? Merci. Alors, déjà, il y a une chose à savoir, mais ça va évoluer, c'est même en cours d'évolution déjà. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cantines qui ne sont pas visibles. C'est-à-dire qu'un gestionnaire, quand il inscrit une cantine, peut décider de ne pas la rendre visible du public. Donc, vous ne la trouverez pas dans le moteur de recherche public sur Ma Cantine. Mais ce n'est pas forcément votre cas. Donc, vous, en fait, la petite manip à faire, c'est d'aller dans l'onglet toutes les cantines, de trouver une cantine. Et là, vous pouvez rentrer votre SIRET ou rentrer le nom de l'établissement ou alors faire une recherche avancée par territoire ou par caractéristique si vous ne la trouvez pas. Et si vous ne la trouvez effectivement pas, vous pouvez demander à votre gestionnaire de rendre votre cantine visible, de la publier, sachant que de toute façon, ça va être quelque chose qui sera fait, si ce n'est pas déjà fait, très rapidement dans la phase maintenant de déploiement de la plateforme Ma Cantine. Parce que l'objectif, c'est vraiment que toutes les cantines soient visibles et que l'outil Ma Cantine serve aussi finalement aux convives pour qu'ils puissent retrouver ces cantines et voir un peu tous ces chiffres-là. Et si la cantine du coup est publiée et visible, vous aurez, lorsque vous cliquez dessus, s'il y a eu des données qui ont été télédéclarées,
vous les verrez. Vous verrez le pourcentage de produits de qualité durable, etc. En fait, pour compléter, comme je vous l'ai dit, on est en train de traiter les données de la télédéclaration 2024. Mm. On attend des validations là, et dès qu'elles seront validées, toutes les cantines qui ont télédéclarées seront visibles et on verra leur pourcentage. Alors, on ne voit pas les données d'achat, mais par contre, on verra les pourcentages. Et on peut dès maintenant, même avant qu'il y ait eu avant qu'il y ait les résultats du rapport, on peut quand même voir les résultats par cantine. Donc, normalement, si vous recherchez juste une cantine, vous pourrez voir ces pourcentages en produits durables de qualité et en produits bio. Et Alors, vous avez un petit encart qui mentionne si c'est télédéclaré ou pas. Alors justement, on a rentré nos données en numéro de SIRET et on n'est pas, alors que le gestionnaire, il a fait la déclaration puisqu'il a sorti qu'on n'avait que 7% de bio l'an dernier. On a communiqué là-dessus, mais quand on cherche sur le site, la seule information qu'on a, c'est notre propre, c'est ce que nous on a rentré pour nous déclarer dessus. D'accord. Alors, vous allez nous donner votre nom, on va reprendre contact Ben, parce je vais que vous là, l'envoyer. Je vais vous ouais, vous nous l'envoyer. l'envoyez parce que Ça marche. on a eu quelques cas. Alors, je ne sais pas du tout si c'est votre cas, hein, mais on a eu quelques cas où les gens ont télédéclaré, ont pensé avoir télédéclaré, mais n'ont pas validé. Donc voilà, est-ce que vous êtes dans ce cas-là ou non? Je ne sais pas. Voilà, donc il faut qu'on regarde plus en détail, mais on va regarder. Normalement, J'essaie de tous vous ceux qui envoyer le ont SIRET. Merci, télédéclaré, vous devez être visible. On va ok. noter. Bon, Merci. bien, merci de votre aide. On va peut-être laisser la parole à Laurence et s'il y a d'autres questions, on les prendra à la fin. Merci. Alors, en tout cas, vous l'avez compris, ma cantine, c'est devenu vraiment l'outil incontournable en restauration collective. J'aurais été curieuse de savoir, mais peut-être dans la discussion qui va suivre, à quel point c'est un outil que vous connaissiez déjà et sur lequel vous étiez à l'aise, enfin, en tout cas, que vous aviez déjà utilisé, ou si vous le découvrez à nouveau. Est-ce que vous voyez ma présentation en plein écran? Oui. Oui, parfait. Donc moi, je vais effectivement faire un focus sur la partie lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, vous l'avez vu hein, dans la présentation qui vient d'être faite, l'alimentation durable prise en compte à l'échelle d'une cantine, donc d'un établissement de restauration, c'est beaucoup plus large les thématiques que la lutte contre le gaspillage alimentaire. Si on fait un focus aujourd'hui, c'est déjà parce que Aurine nous a fait part qu'il y avait une demande, mais c'est aussi que c'est une bonne porte d'entrée pour aborder les thématiques de l'alimentation dans un établissement, parce que c'est vraiment un sujet qui fait consensus et sur lequel on a tous envie d'avancer et qui permet aussi tout simplement de générer des économies pour aller vers de la qualité. Donc, alors, pardon, donc, clairement, voilà, sur l'alimentation, il y a 3 grands leviers pour aller vers plus de durabilité. Le premier, c'est faire évoluer les pratiques alimentaires pour être sur des pratiques qui soient les moins impactantes possibles vis-à-vis des sols, des ressources et qui est le plus faible empreinte environnementale. Ensuite, c'est d'aller justement vers des produits de meilleure qualité. Et pardon, j'ai lu en même temps les deux, mais on a aussi l'équilibrage de ce qu'on retrouve dans les assiettes pour justement que ça ait là aussi le moins d'impact possible. Et le troisième levier, c'est de réduire de manière forte le gaspillage alimentaire, là aussi pour éviter de produire inutilement et aussi de devoir gérer des déchets alors qu'il y a besoin de nourrir tout le monde. Alors, sur la restauration collective et plus spécifiquement sur le médico-social, donc on a vu pas mal de chiffres tout à l'heure. Donc on a une répartition
distribution, comme vous le voyez là dans le camembert, que je pense vous représentez bien aujourd'hui parmi les personnes qui sont présentes. Et on a des défis qui sont assez forts justement dans votre secteur de santé médico-sociale, puisqu'on est à la fois sur des convives avec un enjeu de santé et de bien-être qui sont plus importants, une vraie complexité liée à la multiplicité des menus, des textures. Voilà, des marges de progrès qui sont importantes justement sur les enjeux qu'on a cités, parce qu'on le voit souvent, c'est dans ces établissements où il y a le plus grand gap à franchir. Et puis, pour y avoir beaucoup travaillé sur ce sujet, quand on parle de gaspillage alimentaire, il y a tout un équilibre à trouver entre la lutte contre le gaspillage et la lutte contre la dénutrition. Il ne s'agit pas de travailler sur l'un en détériorant l'autre. Alors, le gaspillage alimentaire, qu'est-ce que c'est? Alors, un petit rappel, même si je pense que ça parle à tout le monde, on a beaucoup parlé des biodéchets en 2024 parce qu'il y a l'obligation pour tous les établissements en 2024 de mettre en place le tri à la source des biodéchets. Et les biodéchets, c'est tout ce qui va naturellement se décomposer. Et donc, dedans, on va retrouver aussi les déchets par exemple, les tontes de pelouse, les feuilles mortes, là, en ce moment, à l'automne. Ça, ce sont des biodéchets, mais on va se concentrer uniquement sur la partie alimentaire. Et dans la partie alimentaire, il y a tout ce qui ne se consomme pas, qui concerne notamment les os de poulet, les noyaux, les peaux d'agrumes, etc. Donc ça fait partie des déchets alimentaires, mais ce n'est pas là-dessus qu'on se bat pour réduire les quantités. On va plutôt être sur l'image, là, sur la partie jaune, sur ce qui est évitable, ce qui aurait pu être encore consommable si on l'avait bien conservé, mieux cuisiné, etc. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler. Et puis, il y a dans toutes les cultures, dans toutes les régions, des pratiques différentes sur, par exemple, les croûtes de fromage, le verre de poireau, etc., qui peuvent se retrouver un petit peu un peu d'un côté ou un peu de l'autre. Et ça, c'est aussi une évolution des pratiques, mais ce n'est pas le cœur on va dire, du combat. Il est vraiment sur cette partie encore consommable, encore comestible. Alors, en 2020, il y a la loi AGEC qui a officialisé la définition de ce qu'on entend par le gaspillage alimentaire. Et donc, on est sur toute la nourriture qui était destinée à l'homme, qui finalement se retrouve jetée, perdue à un endroit de la chaîne alimentaire. Et j'insiste sur ce point-là, puisque on est bien à toutes les étapes de la chaîne, qu'on soit au moment de la production, puis ensuite de la transformation, dans les supermarchés ou sur les marchés. On a aussi les étapes de transport. Évidemment, après, il y a toute la restauration qui est hors domicile, donc restauration collective et commerciale, et enfin au foyer. Et c'est bien à toutes ces étapes qu'il s'agit de trouver des solutions, parce que si on concentre les efforts à une seule étape, on ne résolvera pas le problème puisqu'il y a une interaction à chaque fois. Quand vous, établissement de restauration collective, vous commandez uniquement telle pièce de viande à un producteur, il aura beau être local, bio, etc. Et ben lui, il faut qu'il trouve la possibilité de vendre l'ensemble des autres parties de l'animal, par exemple. Pareil, si on commande tel type de légumes, s'il est parfaitement calibré, il va falloir qu'il trouve, lui, le moyen d'écouler des produits qui sont, par exemple, mal calibrés. Donc, il y a bien cet effet de chaîne qui est à prendre en compte. Et la loi AGEC, en plus, fixe des objectifs ambitieux pour la restauration collective de réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici l'année prochaine, d'ici quelques mois, ce qui est très, très ambitieux. On sait que c'est difficile à atteindre, mais c'est volontaire, c'est un objectif vraiment pour booster l'ensemble des parties prenantes. Et je le dis tout de suite, la restauration collective n'est pas du tout en reste parce que c'est clairement le secteur qui a commencé le plus tôt à prendre en main ce sujet. Alors, on a du mal à dire exactement à combien on est, mais ce qui est vrai, c'est que la plupart des établissements ont pris à cœur ce sujet et il y a énormément d'actions qui sont réalisées et c'est tant mieux. Un petit point que j'aime bien rappeler aussi, c'est que alors, la loi Garot, qui est la première loi sur le gaspillage alimentaire, qui est antérieure en 2016, elle a beaucoup focalisé sur la distribution, mais elle a le mérite d'avoir proposé une hiérarchie des actions de la lutte contre le gaspillage alimentaire qui montre bien qu'avant tout, il ne s'agit pas, je le prends à l'envers volontairement, mais il ne s'agit pas de tout organiser, de mettre les priorités sur, par exemple, le compost, etc., ou sur la valorisation animale. Avant tout,
on fait en sorte de ne plus se retrouver avec des situations de gaspillage. On est sur des actions de prévention. Et si effectivement il nous reste des excédents, là on voit soit pour les transformer pour pouvoir les proposer à nouveau à un autre repas ou pour faire du don. Mais c'est vraiment ça les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, le reste étant des actions de valorisation de déchets. Alors, petit rappel rapide sur la réglementation uniquement en se concentrant sur la restauration collective. Pour les établissements qui produisent plus de 3000 repas par jour, on a une obligation de mise en place d'un partenariat de don. Pour tous, il y a une interdiction de dénaturer des denrées qui sont encore consommables, c'est-à-dire que voilà, il est interdit de faire, par exemple, l'image caricaturale, c'est de mettre de l'eau de Javel pour faire en sorte que ça soit plus consommable et de pouvoir le jeter en se disant, bah, de toute façon, c'est bon, on ne peut rien en faire. Ça, c'est une interdiction. Et enfin, il y a une obligation pour tous de réaliser un diagnostic pour justement identifier là où il y a des choses à faire. Et selon les établissements, bah, ce n'est pas systématiquement la même chose. Pour certains, ça va plutôt être des actions en direction, par exemple, des convives, parce que c'est surtout le reste assiette où il y a beaucoup de gaspillage. Pour d'autres, ça va plutôt être le fait de mieux quantifier ou d'estimer le nombre de repas parce qu'on a trop d'excédents. Et ça, pour ça, on a besoin de faire une photographie à un instant T. Je poursuis. Alors, on sort régulièrement, alors les derniers chiffres dataient de 2020, donc là, il était urgent qu'on en sorte de nouveau, des chiffres clés sur la restauration collective pour avoir une petite idée en rapportant en grammes par assiette le gaspillage alimentaire par type d'établissement. On voit que ça a plutôt tendance à réduire au fil du temps par rapport aux premières données qu'on avait sorties en 2018. On voit que c'est encore sur le secteur de la santé où il y a pas rapporté à l'assiette encore voilà, un chiffre un petit peu plus haut, mais clairement ça descend et il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire qu'on l'a vu au tout début, c'est normal, les convives ne sont pas dans des dispositions favorables pour manger quand on est dans des hôpitaux. Dans les EHPAD, il peut y avoir des problèmes de déglutition, voilà, tout simplement de facilitation de repas qui fait que c'est difficile. Pour autant, il faut poursuivre cette tendance qui va à la baisse et c'est vraiment bien. Et ça, ces chiffres-là, je pense que progressivement, nous, on les alimentera plus parce que grâce à ma cantine, grâce au fait que vous allez progressivement, enfin, systématiquement maintenant, bah, tenir à jour ces indicateurs dans ma cantine, on va avoir des données qui seront beaucoup plus, on va dire, complètes et régulières au travers de ma cantine. Alors, pourquoi on a du gaspillage alimentaire en restauration collective? On a tous une petite idée. Là, c'est une photographie un peu plus complète, justement pour dire que c'est à toutes les étapes qu'il y a des choses qui doivent pouvoir être faites. Ça peut être les menus et les recettes qui peuvent être retravaillés. Ça peut être une mauvaise estimation des quantités. Ça, c'est malheureusement une vraie difficulté. Côté stock, on peut se retrouver avec des dates limites de consommation qui sont dépassées. Il peut y avoir, on peut faire tomber des œufs, on peut renverser quelque chose. On peut avoir des difficultés justement sur les quantités préparées, mais aussi sur les quantités qui vont être servies. On peut parfois servir trop par rapport à l'appétit du convive. Comment on gère les excédents? Est-ce qu'on peut les donner ou pas? Là, il y a souvent des règles d'hygiène et de sécurité qui sont parfois complexes. Et puis, pour les convives, en fin de service, voilà, des difficultés, manque de temps, le goût, les cuissons pas idéales, etc. Et puis, autre élément important, on n'est pas du tout dans les mêmes situations selon si c'est préparé sur place, selon si c'est préparé en cuisine centrale avec une liaison chaude ou une liaison froide. On n'a pas non plus les mêmes conditions de prise de repas, les mêmes possibilités de valorisation des excédents. Donc ça aussi, ça va jouer dans la situation de l'établissement en matière de gaspillage. Une petite parenthèse, parce que je sais qu'en général, la question est posée, donc je l'anticipe, mais on pourra évidemment y revenir. Je parlais justement de gestion des quantités. Et ça doit, j'imagine, vous faire penser au GMRCN, qui est un guide qui est proposé à tous les acheteurs.
notamment de la restauration publique, pour justement les guider dans les quantités qui sont à proposer en fonction du convive et notamment en fonction des âges des convives. Et c'est vraiment l'intérêt, c'est que l'acheteur n'a pas forcément connaissance exactement de ce en matière de carottes râpées pour une entrée, en général, combien est-ce qu'il faut servir. Donc, c'est vraiment pour guider ça. Alors, autant ça fixe des règles qui sont obligatoires en termes de fréquence, autant pour ce qui s'agit des quantités, ce sont des recommandations. Encore une fois, parce que c'est normal de guider l'acheteur sur ces choses-là. En revanche, à partir du moment où vous avez fait votre diagnostic et où vous constatez éventuellement qu'il y a systématiquement trop des restes de pain parce que la portion de pain est trop grosse ou systématiquement des laitages qui ne sont pas consommés, etc., là, vous devez vous poser la question des quantités et peut-être revoir les cahiers des charges quand vous passez par un prestataire de service. Et c'est au moment justement de la rédaction des cahiers des charges que vous pouvez modifier cela, au risque que sinon, pour le prestataire, une fois que le contrat est signé avec des quantités qui sont mises dans le cahier des charges, là, ça s'impose ensuite à lui de manière contractuelle. Donc l'étape pour tous ceux qui sont en prestation de service de rédaction du cahier des charges est fondamentale. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Et enfin, je vais balayer des exemples d'actions là aussi pour vous guider. Il va falloir, donc ce que je disais, en fonction de si c'est une cuisine sur place ou un approvisionnement central, selon si vous êtes en autogestion ou en délégation de service public, et selon si c'est plutôt au moment des services en chambre, services à table, là, vous allez forcément avoir des solutions qui vont être différentes. Ça va être aussi différents types d'actions possibles. Ça peut être des modifications de pratiques internes. Alors là, apparaît des témoignages. Je suis souvent intervenue dans des établissements de santé où justement un gestionnaire disait j'ai réussi à faire passer les portions de légumes de 200 à 150 grammes. Alors, il ne s'agit pas euh, de baisser en qualité, au contraire. Mais constatant que systématiquement il en était dans l'assiette, il a préféré réduire pour être plutôt sur justement du bio, etc., qui parfois coûte plus cher, mais en baissant la quantité, ça crée un équilibrage. Et quand c'est systématiquement terminé, là, il y a une satisfaction de service. Des travails en cours sur la production des week-ends parce qu'il y a des baisses d'effectifs, vous connaissez tous ça. Donc, il faut revoir les menus pour que ce soit différent et que la qualité reste là. Des questionnements sur la simplification des menus, avec parfois des menus à la carte avec beaucoup trop de choix qui complexifient la production. Tout ça, c'est souvent des évidences une fois qu'on les a posées sur la table, mais le seul moyen de s'en rendre compte, c'est encore une fois cet exercice de diagnostic et de partage de la situation avec l'ensemble des équipes. Des actions de communication, par exemple, agir sur le self et faire comprendre qu'on ne peut pas avoir la même offre à 11h30 qu'à 13h30. Ça, c'est aussi de la communication. Ensuite, sur l'action, il y a plusieurs pas de temps possibles. On peut avoir des actions très immédiates avec la mise en place d'un gâchimètre dans un self-service qui va permettre très facilement de visualiser qu'on jette beaucoup de pain. On peut avoir des actions à moyen terme avec, par exemple, on profite de la journée de lutte contre le gaspillage alimentaire qui était le 29 septembre pour faire une campagne de sensibilisation. Ou on peut avoir des actions à plus long terme avec de la formation et la révision des cahiers des charges tels que je l'évoquais tout à l'heure. Pareil, plusieurs degrés de difficulté. Alors, le fait de couper le pain au fur et à mesure dans un self, ça va plutôt être facile. Le fait d'accompagner, de présenter, par exemple, les menus. Pour les préparations, de redéfinir les portions. Là, on commence à être dans quelque chose qui prend plus de temps, qui doit se partager au sein des équipes. Puis plus ça va, voilà, plus on descend là, en bas de la flèche, plus ça prend du temps, plus ça s'accompagne et plus voilà, il faut le faire valider aussi en amont. Un autre témoignage là sur le centre hospitalier de Montdidier où un de vos collègues faisait part lors d'une session un peu équivalente justement de du fait qu'il était passé de 4 composantes sur les repas du soir
voire parfois 3, parce qu'ils constataient que systématiquement, le soir, les appétits étaient moins importants et qu'ils le jetaient systématiquement. Et donc, pareil, en travaillant avec les équipes, en travaillant avec la nutritionniste, la diététicienne, pardon, voilà, une évolution qui se retrouve finalement satisfaisante de tous les côtés. C'est-à-dire que les convives sont satisfaits aussi de ça parce ça s'est construit avec eux. Un autre exemple sur la réduction du plat de résistance, parce que justement systématiquement c'était jeté, et en contrepartie, la mise en place possible de manière volontaire, hein, mais d'une collation de nuit pour ceux qui en avaient besoin. Donc ça a été validé par le clan et le conseil de vie sociale avec les familles. Toujours dans les différents exemples, on a différents niveaux de coûts. Alors, le fait de faire, de se faire accompagner par une agence de com sur un logo spécifique. Donc là, celui-ci, il est plutôt pour un collège. Ou pour avoir un film de sensibilisation, pour acquérir des tables de tri, pour acquérir des caméras avec de l'intelligence artificielle qui vous dit exactement les quantités gaspillées. Là-dessus, la gamme des possibles est très, très large. Donc là, c'est d'autres exemples, le fait d'investir dans différents types de vaisselle pour avoir des petites tailles, par exemple au moment des self-service, tout ce qui est salade bar, par exemple, le fait d'investir dans des cuissons basse température, etc. Donc en résumé, il y a 3 étapes auxquelles on peut trouver des solutions. Tout ce qui est étape de production avec les chefs, les gestionnaires et les diététiciennes. Tout ce qui est étape de service avec le personnel des cuisines et d'accompagnement. Le mot surveillance n'est pas adapté pour vous, mais en scolaire. Et pour évidemment toute l'étape de consommation avec les convives ou les patients. Pour ce qui est des outils disponibles, alors on a vu qu'il y en avait beaucoup sur le site de ma cantine, on en a aussi pas mal sur le site de l'ADEME. Je vous ai remis là ceux qui pouvaient le plus vous servir. À gauche, on a plutôt ceux qui sont là pour accompagner la réalisation de diagnostics pour lesquels après vous pourrez rapporter sur le site de ma cantine. Donc on a les moyennes 2024. On a aussi quand on préfère faire des diagnostics simplifiés où on va peser tous les restes de repas en mélangeant ce qui est encore consommable et ce qui ne l'est pas, type les os de poulet. Le fait de pouvoir appliquer un ratio qui permet d'enlever la part non comestible. Et ça, on a des petites fiches, astuces pour pouvoir appliquer ça. Et puis, on a un petit mémo qui va être mis à jour prochainement sur comment faire un diagnostic. Ça, c'était la partie de gauche. Et à droite, on a plutôt des guides de conseils, de bonnes pratiques sur la valorisation des excédents, sur la mise en place de paniers anti-gaspi et sur l'ajustement des grammages. Et je passe assez vite pour terminer rapidement sur des exemples qu'on a pu accompagner et qui vous montrent tout ce qui peut être fait. On a fait une opération pendant près de 3 ans avec plusieurs fédérations des établissements médico-sociaux. L'opération s'appelle Maison gourmande et responsable et vous pouvez retrouver sur le site énormément justement de pistes d'action et voilà, d'outils, de vidéos, de témoignages, donc spécifiquement pour les EHPAD. Là, il y a eu aussi l'opération qui s'appelait Mieux manger, mieux soigner, moins gaspiller, qui s'est fait sur un certain nombre d'établissements sur une période de 2 ans. Donc, je passe assez vite, mais c'est pour vous montrer que voilà, maintenant, on commence à avoir beaucoup de retours d'expérience qui nous montrent que c'est possible. Là, c'est l'opération repas à l'hôpital qui a accompagné sur 3 ans les CH de Douai, de Paray-le-Monial et de la PHP, donc sur Paris. Là aussi, avec des expérimentations de cartes fixes sur les patients, enfin pour les patients, de paniers repas proposés le jour de sortie, un dîner de 3 composantes, voilà, pour les résidents âgés, le manger main, etc. Et on voit justement à droite les résultats. Pardon pour ce doublon, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et le dernier exemple, c'est un projet qui a été soutenu dans le cadre d'un projet européen, où là, on est sur le CH de Niort et sur le site, il y a énormément, là aussi, de vidéos, de témoignages et d'actions qui ont été réalisées. Et ma toute dernière diapo, c'est juste pour vous dire que il y a une actualité très proche qui va vous être utile. Dans la loi climat et résilience, il y a le label, pardon, c'est dans la loi AGEC, il y a le label anti-gaspillage qui est proposé pour valoriser tous les acteurs qui contribuent
à atteindre justement les objectifs de réduction de moitié du gaspillage pour la France. Et le référentiel dédié à la restauration collective et commerciale va sortir février-mars 2025 et permettra à tous les établissements que vous êtes de pouvoir être distingués à la fois sur des objectifs de moyens en fonction des actions que vous mettez en place, mais aussi de résultats en montrant que vous ne dépassez pas un certain seuil. Et donc ça peut être un très bon moyen de valoriser vos efforts. Et pardon si j'étais un petit peu longue, je laisse la place pour les questions. Et je cherche comment enlever. Ah voilà, c'est là. Ouri, est-ce qu'il y a des questions dans le oui, chat? c'est ça. Merci Laurence. Oui, il y a des questions dans le chat. Je laisse peut-être Delphine activer son micro pour poser la question directement. C'est une de mes collègues, du coup. Pardon, bonjour. Alors moi j'ai deux questions, mais il y a une partie. Alors je me présente Delphine Tatelot, je suis responsable restauration pour CAP et je me suis permis de poser des questions où j'ai à peu près les réponses, mais avec les établissements qui sont présents potentiellement, ils ont également ces questions-là. Donc j'ai une partie pour le gaspillage alimentaire et tout ce qui est lié à l'ADEME, et j'ai également une question sur ma cantine. Je les ai posées. Ma question, c'est sur les établissements de santé, il y a beaucoup de diététiciennes thérapeutiques qui sont encore très attachées au GMRCN. Ou même si je suis diététicienne de formation et j'ai beaucoup travaillé en resto-co et je vois le gaspillage qui peut se faire, elles ne souhaitent absolument pas sortir du GMRCN et elles restent attachées au fait que ça reste une obligation et plus une recommandation, et que pour éviter ce gaspillage, il faudrait pouvoir diminuer les consommations, enfin les grammages, quitte à améliorer la qualité, augmenter la consommation in fine de l'assiette. Donc avez-vous des pistes pour les convaincre à sortir un peu de ce cadre du GMRCN et aller aussi vers réduire les quantités pour éviter le gaspillage alimentaire? Parce que là, pour avoir discuté avec énormément d'établissements, c'est un vrai casse-tête. Alors, vous pointez là du doigt vraiment quelque chose qui se répète. Et justement, j'étais dans une intervention, on devait être en 2018, et j'ai eu quelqu'un exactement comme vous qui me dit, mais quand est-ce que l'ADEME écrira noir sur blanc que c'est pas une obligation, mais une recommandation que je pourrais leur prouver? Et du coup, on a fait le guide, je pourrais vous remettre le lien directement dans le chat, justement, qui repose ça. Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui est de l'ordre des recommandations? Pourquoi il faut justement s'autoriser à sortir de ce carcan-là quand on constate qu'il y a du gaspillage? Parce que justement, sinon, on s'enferme dans un cercle vicieux dont il est difficile de sortir, hein, quand systématiquement on commande toujours la même chose, etc. Et donc, il y a des éléments juridiques dans le guide, et il y a surtout des fiches concrètes de collectivités, en l'occurrence, je crois, qui ont fait autrement. Donc, voilà, il faut leur dire pour leur répéter, c'est de la pédagogie vraiment, pour leur dire que non, ce n'est pas une obligation, les quantités, que au Non, je suis contraire, on d'accord avec s'enferme. vous, mais Ouais. c'est qu'elles s'enferment sur le fait qu'il faut tant de calories par jour, donc forcément, tant de calories fait tant de grammage, et que oui, mais in fine, si on aura beau avoir dans les assiettes, si on les C'est mange ça, pas, on les aura c'est pas ça. en soi. Et là, il faut effectivement pouvoir, ouais, en tout cas que le message arrive par différents canaux, pour que petit à petit, en effet, on prenne conscience, et qu'il vaut mieux moins mais mieux. Et quand je dis moins, c'est évidemment pas dans l'idée de baisser en qualité de service, mais faire en sorte que ce qui est dans l'assiette soit consommé. Et là, on peut jouer sur justement, alors moi je ne suis pas nutritionniste, mais justement sur la qualité de nutrition de certains produits, en mettant un petit peu plus par rapport à d'autres, etc. Mais oui, vraiment, il y a un enjeu par rapport à ça. Je vais vous remettre le lien. Ça marche, merci. Et j'avais une deuxième question parce que il y a eu deux parties sur, comment ça s'appelle, sur la visio. La première, elle était complètement off pour moi. C'était sur la partie ma cantine, où, enfin voilà, il y a la déclaration qui doit être faite chaque année maintenant au niveau des établissements de santé, qu'ils ont un prestataire ou pas.
Mais les établissements avec un prestataire ne vont quasiment pas sur Egalim parce que Egalim signifie avoir un coût financier. Donc les établissements n'y vont pas, même si ça reste une loi, ils vont plutôt sur une alimentation durable et prônent plutôt une alimentation locale. Donc dans la loi Egalim, la part locale n'est pas, enfin, pas très représentée ou à l'appréciation de la personne qui retranscrit les informations. Donc c'est juste, est-ce que enfin, c'est le discours, il faut aller vers Egalim, ok, mais est-ce que rien que le local ne suffirait pas actuellement pour certains établissements qui ne peuvent pas se permettre d'avoir les 50% de produits durables, dont 20% bio? Alors, c'est moi qui vais répondre. Je voulais juste répondre. Si vous êtes arrivé en retard, le bureau qui vous répond, c'est le ministère de l'Agriculture, Direction générale de l'alimentation. Voilà, nous, notre boulot, c'est d'accompagner les gestionnaires, les directeurs d'établissements vers la loi Egalim. Je voulais juste vous donner aussi une micro-réponse là sur votre première question, parce qu'on travaille au sein du Conseil national de restauration collective, on a un groupe de travail nutrition et on travaille justement sur la révision des recommandations nutritionnelles, mais vous voyez bien que les décrets qui sortent, ce sont des décrets de recommandations nutritionnelles, ce ne sont pas des obligations nutritionnelles. Non, c'est sûr, mais voilà. c'était une obligation à une époque, en fait. C'est que c'était une reco, après c'est devenu une obli, et après c'est devenu une recommandation. Non, je sais bien, je vous... Et quand on fait, enfin moi j'ai fait le BTS diète et c'était une reco, c'est devenu une oubli. Enfin, et j'ai toujours travaillé en restauration collective, donc pour moi je l'entends et je vois ce qui est gaspillé, mais c'est quand les diététiciennes thérapeutiques ont cette vision entière que tant de grammes fait tant de calories et que in fine il faut tant dans l'assiette, elles sortent absolument pas de ce qui a été appris en théorique. Malgré que le fait que même l'HAS revoit leur protocole, rien que pour les alimentations thérapeutiques, ce n'est plus les mêmes recommandations qui sont faites, même par rapport aux populations, on parle plus forcément de pathologie sur la personne âgée. Enfin voilà, mais c'est tout s'imbrique et il faut pouvoir, enfin voilà, avoir l'information la plus claire possible pour éviter de braquer, parce qu'au final, l'alimentation dans les établissements de santé, ça peut être merveilleux comme ça peut être quelque chose c'est la poudre qui fait exploser le canon. Ouais, tout à fait. Voilà, donc nous, on travaille en tout cas avec les acteurs, avec l'ADEME, bien entendu, avec le ministère de la Santé aussi, bien entendu, sur ces recommandations nutritionnelles par type de population. Donc, il y a des choses qui se mettent à jour, donc c'est mis à jour, tout ce qui se met à jour. Alors, c'est un peu long, hein, parce que évidemment, ça doit être validé, notamment par les organisations de santé, etc. Mais on met à jour et on essaye de faire passer toutes ces informations-là, notamment aussi via ma cantine. Donc ça, c'était pour la première question. Donc je réponds à votre autre question. Donc, et je réponds à une autre question qui est en dessous dans le chat. Alors oui, l'inscription sur ma cantine est obligatoire et la télédéclaration est obligatoire. Voilà, mais ça, en effet, on est encore en déploiement, c'est-à-dire que tout le monde n'y est pas, il n'y a pas de sanction, on fait pas on met pas une amende à ceux qui n'y sont pas, voilà, parce qu'il n'y a rien dans la loi en tout cas qui permet de le faire. Est-ce que ça restera comme ça? Ben, j'en sais rien, on ne sait pas, mais voilà, sachez que de toute façon, de par la loi, l'inscription est obligatoire et la télédéclaration est obligatoire. Ensuite, pour en revenir quand même au fondement de la loi Egalim, on est vraiment sur comment améliorer la qualité des produits qui sont dans l'assiette d'un point de vue de durabilité et de qualité. Donc, c'est pour ça qu'on a défini ces labels, les labels Egalim, etc., qui devaient rentrer dans la composition. Pourquoi est-ce qu'on a cet objectif d'améliorer la qualité de ces produits-là? C'est à la fois dans un objectif de santé publique, hein, voilà, d'avoir des produits de meilleure qualité, meilleurs pour la santé, et c'est aussi pour faire levier sur la transition agricole, c'est-à-dire d'être aussi en soutien sur le fait d'avoir de plus en plus de production durable sur les territoires. Donc évidemment, on a toujours ce problème du local contre Egalim. En fait, ce n'est pas du local contre Egalim, c'est du local avec Egalim. C'est comme ça qu'il faut voir les choses.
Donc c'est bien, on est tous d'accord pour à la fois, bien entendu, soutenir aussi l'agriculture territoriale, durable. On a présenté, par exemple, à la fin de notre présentation, on a fait un petit aparté là sur les projets alimentaires territoriaux. C'est exactement ça, hein, les projets alimentaires territoriaux, c'est mettre en relation des fournisseurs, des producteurs, des fournisseurs d'un territoire avec des acheteurs, et notamment les acheteurs de la restauration collective. Par contre, le local, c'est pas le local pour le local, c'est du local durable. C'est-à-dire que on est vraiment sur une amélioration. Le but premier de la loi Egalim, c'est quand même d'améliorer la qualité des produits mis dans les assiettes en restauration collective. Donc ça peut pas être du local à tout prix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est si le local est plein de pesticides, on peut pas, nous, avoir une loi où on promeut ça. Par contre, si le local est de qualité, durable, etc., bien entendu, aller plutôt vers du local durable. Et on a fait dans nos guides d'achat, on a écrit des guides d'achat, en tout cas, on aiguille les acheteurs de la restauration collective pour aller plutôt, pour pouvoir aussi acheter ces produits locaux, appelons-le comme ça, locaux, durables, pouvoir les faire même avec des marchés publics. Il y a des techniques, etc. Il y a du sourcing aussi qu'on peut faire dans le cadre des PAT pour aider les producteurs. Et je finirai simplement par vous dire que comme cette idée du local, de produits en tout cas de qualité, durable, mais qui n'ont pas forcément de label, mais qui peuvent être locaux, on a 2 catégories sur Egalim qui peuvent permettre quand même d'intégrer ce type de produit-là, mais il faut démontrer quand même que le local est durable. Ce sont des catégories qui sont liées à des critères de sélection au moment de l'achat. Il y a une catégorie qui s'appelle les produits sélectionnés. Alors, elles ont toujours des noms compliqués, hein. Il y en a une, c'est les produits sélectionnés principalement selon leur performance environnementale et performance circuit approvisionnement direct. Et l'autre, c'est sur le coût des externalités environnementales. Ça demande une petite gymnastique, hein, pour acheter comme ça. Alors, avec des marchés publics, on a l'habitude d'utiliser les critères. Si vous n'êtes pas un organisme public, n'achetez pas avec des marchés publics. Il faut faire des appels d'offres et utiliser aussi des critères. Voilà. Donc, sur ma cantine, en tout cas, on a plusieurs explications de ça. On a des guides d'achat, je vous dis, qui expliquent un petit peu ce que je viens de dire, hein, avec ces catégories et sur le local. Voilà, je crois que j'ai fait une réponse la plus complète possible. Maintenant, Oui, mais c'est surtout, en fait, pour l'instant, c'est une loi et on ne redit rien à la loi. Enfin, il faut atteindre Egalim et manger plus durable. Les établissements sont soumis à un prestataire et que le prestataire vend l'alimentaire a un coût, qu'on soit nous-mêmes en termes d'établissement producteur ou qu'on passe par un prestataire extérieur, mais atteindre Egalim 50%, dont 20%, ça a un coût, donc les établissements ne peuvent pas aller dessus parce qu'en termes financiers, ils n'y vont pas. Enfin, ils ne sont pas capables d'absorber le coût qui est lié au coût alimentaire imposé par le prestataire alimentaire. C'est pour ça que je parlais au début aussi quand on présentait l'ensemble des dispositions. C'est là aussi où il faut vraiment travailler sur des projets globaux. Alors évidemment, c'est pas simple, et avec les prestataires, hein, j'entends, hein, pas vous, mais vraiment aussi sur justement avancer aussi sur la diversification des sources de protéines, avancer sur la lutte contre le gaspillage pour pouvoir avoir des leviers financiers pour pouvoir intégrer ces approvisionnements. Vous savez que la loi Egalim, quand même, c'est une loi, je l'ai dit, hein, où il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction. Donc, pourquoi il n'y a pas de contrôle? Enfin, il y a plusieurs raisons, mais en tout cas, ça permet aussi d'avancer, de progresser. On avait évidemment des échéances. Bon, les résultats n'y sont pas pour l'instant, mais on progresse. Et c'est là-dedans, en tout cas, qu'il faut aller. C'est pas parce qu'on va mettre du local, honnêtement, c'est pas parce qu'on va mettre du local qu'on va faire moins cher. Et de toute façon, il ne pourra pas y avoir une loi pour dire il faut 100% de produits locaux. D'abord, parce que c'est pas possible avec l'Europe, et 2, rien ne garantit, je reviens là-dessus, rien ne garantit que les produits locaux améliorent la qualité des produits dans l'assiette. C'est pas parce Ah qu'ils non, sont mais ça, locaux. je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est voyez ce que juste, je veux en fait, dire. Donc, c'est trouver
C'est trouver oui, en fait alors tous là, c'est les, vraiment un axes travail avec l'agriculteur, le maraîcher qui est à proximité, enfin voilà, qui peut quand même avoir une quantité pour approvisionner un seul établissement, qui pour le coup est en alimentation raisonnée, pas forcément en bio, mais qui va vers quelque chose de plus durable pour la qualité, comparativement à du bio qui vient de l'autre bout de la planète. Donc en termes d'empreinte carbone, on n'y est pas. En termes de... je vous ai dit, il y a 2 catégories qui permettent justement de valoriser ce type de produit. C'est des catégories voilà, qui sont un petit peu complexes à manipuler, enfin, qui sont moins évidentes en tout cas qu'un produit bio qui est estampillé bio. Après, le bio qui vient de l'autre bout de la planète, enfin, on l'entend beaucoup, c'est quand même pas ces produits-là qui sont massivement achetés par la restauration collective et loin s'en faut. Voilà, donc la loi, en tout cas, a prévu et vraiment un soutien justement aussi. Pourquoi des produits bio? C'est aussi pour soutenir la conversion de notre agriculture vers plus d'agriculture biologique, quoi. C'est vraiment ce pari-là, quoi. C'est ce pari d'avoir une transition agricole et alimentaire sur les territoires et de soutenir les producteurs, en effet, de votre territoire qui vont être comme vous l'avez dit, alors qui sont peut-être raisonnés pour l'instant, donc il y a les 2 catégories dont j'ai parlé, et qui vont pouvoir aller vers un label soit du bio, soit de la haute valeur environnementale, soit un label rouge ou autre chose. Et voilà, et donc c'est aussi de leur donner le temps de pouvoir se convertir. Donc, je dirais que les éléments de progression sont possibles, mais c'est vrai que ça, je vous rejoins complètement, hein, ce sont des projets qui sont assez complexes et qui demandent du temps. Donc, voilà. Donc, en tout cas, nous, on table sur cette progression collective et on vous accompagne en tout cas là-dessus. Non, J'ai pas vu de qu'il y avait souci, mais après, voilà, c'est le discours qu'on porte auprès des établissements, c'est que c'est une loi et qu'il faut respecter la loi, qu'il n'y a pas de souci, mais que le but est toujours d'aller vers une amélioration de Bien sûr. l'alimentation. Donc forcément, oui, si on veut l'atteindre, il faut mettre le coup dès à présent, mais si on part de zéro, si on est déjà à 5 ou à 10%, si on touche un peu toutes les catégories des labels sur tous les produits, ça permet d'agrandir déjà rien que l'offre alimentaire. Et ça permet de rentrer dans un système où on rentre dans une alimentation durable. Donc, des établissements n'atteindront pas sur même 3 ans les 50, dont 20. Mais si on part de zéro et qu'au bout de 3 ans, on est déjà à 10, c'est déjà une belle étape de gagner. Mais Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs, sur ma cantine, je finis là-dessus, sur ma cantine, on voit la progression d'année en année. Et ça, c'est important parce que vous avez raison. On a par exemple les restaurations scolaires qui sont parties bien avant, voilà, pour tout un tas de raisons, et notamment des raisons de pression sociale, collective. Donc qui ont entamé une transition alimentaire il y a déjà quelques années et qui sont peut-être arrivés aux objectifs de la loi, alors que les établissements de santé médico-sociaux sont partis après. Donc ça, on accepte. Après, c'est en effet comment on peut aider vos secteurs, en tout cas, à aller à progresser, à continuer à progresser. Donc ça, on montre bien la progression et on est là aussi pour, bien entendu, vous aider un peu plus là-dessus. On va faire des travaux spécifiques, en tout cas, sur ces secteurs. Voilà. Et après, vraiment pour compléter aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que plus de 70% des produits bio consommés en France sont français, sont produits en France. Et si vous enlevez l'épicerie sucrée, donc le sucre, parce que c'est vrai qu'on ne produit pas encore beaucoup de sucre bio en France, mais ça va venir, le chiffre augmente encore. Donc en fait, c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas opposer bio à local. Loin de là. Non, 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 c'est sûr. Mais merci. J'arrête de prendre la parole, mais en tout cas, merci à vous. En tout cas, merci pour votre intervention. Je vais le mauvais rôle, le maître du temps. Je vais peut-être prendre une dernière question. Il y a Blandine qui lève la main depuis tout à l'heure. Donc, et Bonjour. Du coup, moi, je reviens sur une toute petite partie que vous avez très peu abordée. Je suis directrice de crèche pour la Mutualité française. Et du coup, il y a la partie qui est sur 2025 et le non-plastique.
Voilà, moi, la première question, c'est que vous avez dit qu'il y aurait un guide. Oui. Est-ce que vous avez dans ma cantine? Est-ce que vous savez quand? Parce que c'est demain qu'il faut Il- qu'on change Il toute y notre est, vaisselle. il y est. Le Il y guide est est sur déjà. ma cantine. Ok, Oui, super. oui, il y est. Et est-ce que On la va- CAP on pourrait peut nous vous mettre. aider en nous listant des fournisseurs qui sont à la fois CAP et à la fois réglementés petite enfance et non plastique? Enfin, voilà, nous aider dans Alors, nos achats. il y a en effet sur ce guide, vous avez vraiment une description de l'ensemble, enfin de plusieurs alternatives, hein, et qui donnent des avantages, des inconvénients en fonction. Alors après, est-ce qu'il y a des choses qui sont spécialisées sur la petite enfance? Je pense, j'en suis pas complètement, enfin j'ai plus en tête cette partie-là. Mais on va vous mettre le lien, ou sinon je l'enverrai à Auri, le lien du guide pour que vous puissiez le consulter rapidement. Et je peux demander à ma collègue enfin, je peux vous répondre en tout cas, je pourrais vous répondre pour vous dire si on a bien une partie spécifique sur la petite enfance. Parce que je sais qu'il y avait des Merci. choses notamment pour, alors pas les crèches, mais plutôt la partie maternité, hôpital, vous voyez, Oui, déjà. post-natal, etc. Les biberons, l'histoire des biberons, ça va loin, quoi, hein. Quand on tire les choses, ça peut aller jusque très loin. Voilà, donc, mais en tout cas, le guide est disponible. Merci beaucoup. Et si vous tapez guide d'accompagnement à la substitution des plastiques ma cantine, vous tromperez sur le lien. Je vais l'envoyer à Ouri. Merci. Et du coup, dans ce guide, ça contient également, enfin désolée, je reprends la. je suis bavarde et je pose des questions. Également pour tout ce qui est en livraison, et parce que Oui. sur certains établissements, il y a des cuisines centrales qui font des Oui, livraisons bien sûr. et ils sont encore. Ok, top. C'est même l'essentiel, c'est ça, en fait, hein. Bien. Les barquettes, en gros, les barquettes entre la C'est ça. cuisine centrale et le satellite. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des avantages et des inconvénients, parce que vous savez, quand vous repassez sur des gastros, où c'est lourd, c'est plus grand, c'est machin, il faut changer ça fait plus de tournées de camion. Enfin, il y a plein, il y a plein de choses, quoi, derrière. C'est pas uniquement de Non, changer et le puis il y contenant, a quoi. aussi, après, il y a tout un écosystème parce que, je vais être très, c'est vraiment pas très correct dans mes propos, mais le jetable, en soi, c'est facile, je le prends, je le jette. Alors que si je prends du cassable, il y a l'humain derrière qui va le traiter, du coup, il y a le Et matériel, voilà, du c'est ça. coup, ça fait tout un circuit qu'il faut prendre en compte et qui a. Ok. Bon, on va peut-être conclure. J'ai une dernière question. Bon, après ça, je pense que vous pourrez avoir la réponse dans le replay. Qui gère la saisie des achats sur le site de ma cantine dans vos établissements? Qui gère? Mais ça, c'est une question dédiée aux adhérents. Après, ça Ah, dépend pardon. de leurs organisations, je suppose. Peut-être conclure, on va dire, un mot de fin. En tout cas, merci pour votre participation. On espère vous avoir apporté des réponses, vous avoir éclairé aussi que vous seriez prêts pour la prochaine télédéclaration qui sera du coup au plus tard au 31 mars 2025. Voilà, j'ai bien suivi. Je vais laisser la parole à Laurence et Frédérica ou Dorian si vous voulez conclure également. Le replay sera disponible et je vous enverrai les liens aussi par mail. Rien à ajouter. Je pense que c'était très complet, mais en tout cas, merci de votre écoute. Ouais, la FAQ est accessible sur ma cantine, hein. Tout ce qui est documentation pour aller plus loin, etc. Vous avez un onglet dans ma cantine qui s'appelle M'améliorer. Et là, vous avez après tout ce qu'il faut, avec notamment un petit encart pour aller plus loin dans lequel vous avez tout l'espace documentation. Ça, c'est important. Et après, on invite vraiment les personnes qui ont des problèmes, qui ne retrouvent pas leur cantine, qui ont un prestataire qui se serait inscrit mais qui ne retrouve pas, etc., à contacter directement le chat sur ma cantine. Il y a un petit encart en bas à droite dans lequel il y a l'équipe de déploiement derrière qui pourra vous accompagner. Donc, je pense aux deux personnes qui ont mis leur sirette, peut-être directement contacter le chat en disant, ben voilà, on a un prestataire qui a été déclaré ou quoi que ce soit, mais on ne retrouve pas les chiffres. Comme ça, vous pourrez être bien préparé pour la prochaine campagne de télédéclaration.
Voilà, et juste, je réponds vite fait. Oui, tout le monde a accès à ma cantine. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous avez besoin de vous inscrire si vous télédéclarez, etc. Mais sinon, en tout cas, tout ce qui est documentation, FAQ, etc., est accessible sans compte. Et merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin. Merci. Merci, au revoir et bonne fin de journée. Merci à vous, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.